médiévale. Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale, la web radio du site Histoire et Images Médiévales. Et cette fois, nous partons hors les murs parce que nous sommes à Saint-Dizier, sous-préfecture de la Haute-Marne, pour visiter une expo vraiment phénoménale, une expo consacrée à l'Austrasie, qui est organisée donc notamment par la ville de Saint-Dizier et par plein d'autres partenaires. Et on est avec un des commissaires associés de l'expo, Adrien Bayard, donc qui est spécialiste de cette époque et de ce royaume un peu oublié. Donc l'Austrasie, on est en train de se promener dans l'exposition. Elle est vraiment magnifique. Alors déjà, félicitations Adrien, c'est vraiment une expo très réussie. Alors on posait quelques questions toutes bêtes pour nos auditeurs et nos auditrices. L'Austrasie, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà merci, content que du coup ça t'ait plu. Alors qu'est-ce que l'Austrasie ? L'Austrasie, c'est un des royaumes nés du partage des territoires que contrôlait Clovis, et c'est littéralement, on va dire, le royaume de l'Est. Et donc c'est l'un des trois royaumes qui vont, on va dire, s'organiser dans la Gaule mérovingienne. Donc la Gaule mérovingienne, en gros, on va avoir trois rois, même si on n'aura qu'un seul regnum francorum, qu'un seul royaume des Francs, au fur et à mesure des partages, puisque chez les Francs, on partage le royaume à part égale entre les différents fils, et donc on a trois royaumes qui progressivement, au cours du VIe siècle, vont se structurer. Donc l'Austrasie, on pourrait dire le royaume de l'Est, donc celui qui s'organise autour, on va dire, des régions actuelles, d'une partie de la Champagne, de la Lorraine, mais également du Massif central, mais qui va s'étendre après progressivement à l'ouest puis à l'est du Rhin, quasiment jusqu'au Danube et aux Alpes. La Neustrie, donc le nouveau royaume, celui qui sera, pour caricaturer, un peu compris entre les vallées de la Seine et de la Loire, puis aussi un peu les vallées de la Seine et de la Loire. Et parce qu'il faut expliquer que c'est quand même des territoires qui sont mouvements. Oui. En effet, à chaque héritage, en fait, ça change. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque héritage, on va redécouper le royaume. Donc autour de l'Austrasie, la Neustrie et le royaume de Bourgogne, ou Burgondie, si on va dire, l'ancien royaume des Burgondes, qui a été soumis donc par les fils de Clovis, et qui du coup vont faire donc ces triargnats, ces trois royaumes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est mouvant, oui et non. C'est-à-dire qu'en gros, les périphéries sont mouvantes, mais le cœur de ces royaumes va rester un peu toujours le même. Là encore, autour de quelques villes. Donc l'Austrasie, principalement, autour de trois villes, de Trèves, de Metz et de Reims. Et autour de ça vont se rajouter différents territoires. Donc j'ai dit l'Auvergne, le Massif central, une partie de la Provence, la moitié de la ville de Marseille. Ça, c'est à peu près fixe. Et puis après, peut se rajouter les cités de Tours, de Poitiers. Et puis après, tout un tas de territoires à l'ouest puis à l'est du Rhin, de peuples qui vont être, on va dire, soumis au roi des Francs. Donc les Thuringiens, les Frisons, les Alamans, les Bavarois, les Saxons de temps en temps, des peuples qui, donc on a un royaume dont le cœur est fixe, mais dont les périphéries peuvent être plus ou moins mouvantes. Alors, pourquoi avoir fait une exposition ici spécifiquement à Saint-Dizier ? Alors Saint-Dizier est, j'allais dire, un lieu où l'actualité austrasienne est intéressante, puisque donc depuis 2002, on a eu un certain nombre de fouilles archéologiques, notamment de découvertes de tombes exceptionnelles, dites de tombes de chefs. Et du coup, on s'est dit, donc il y a eu une première exposition à Saint-Dizier en 2008, et il y a eu une véritable volonté, alors scientifique, une volonté politique aussi, d'animer, de réfléchir autour de ce que sont ces territoires dans l'est de la France. Et donc forcément les historiens et les archéologues ont sauté sur l'occasion, pour travailler avec des gens qui avaient envie de travailler avec eux, pour développer véritablement, pour réfléchir sur ces éléments-là. Et c'est vrai que à l'heure, on va dire, des réformes territoriales et de la fusion des régions, c'était intéressant de réfléchir justement au devenir de ces grandes régions mérovingiennes, parce que quelque part, je veux dire, la fusion de la région Grand Est ressemble un peu à une sorte de renouveau du royaume d'Austrasie. D'ailleurs, le terme de Nouvelle-Austrasie avait été à un moment évoqué comme titre de cette nouvelle région.
Ouais. Même si évidemment, par exemple, l'Austrasie à l'époque, enfin quand même dépassé aussi le Rhin et tout, voilà. Donc c'est. Bien sûr. En même temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet, on l'a dit, en Haute-Marne, dans l'est de la France, c'est un territoire où justement la question européenne, la question de la grande région Saarlorlux, de réfléchir donc avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, c'est aussi une dimension qui est importante. Et dans l'exposition, ça a été aussi une de nos volontés, en même temps d'utiliser l'archéologie régionale, vraiment de l'archéologie, le résultat des dernières fouilles qui ont été menées en Champagne, en Lorraine, en Alsace, mais également dans le reste, on va dire, de la France, et de comparer ça aussi avec le résultat des fouilles belges, luxembourgeoises, allemandes, voir qu'on est face à un espace qui est mouvant, et c'était intéressant justement de comparer ces éléments-là. Alors ça, c'est un élément important à comprendre pour celles et ceux qui connaissent mal, et cette époque est quand même mal connue parce qu'on n'a pas beaucoup de textes en l'occurrence, mais il faut bien expliquer qu'on est dans une exposition archéologique, c'est-à-dire qu'on a énormément d'objets qui sont d'ailleurs expliqués avec des cartes, des cartels, mais il faut bien comprendre que c'est grâce à l'archéologie, grâce au progrès de l'archéologie, qu'on connaît mieux depuis combien, 20, 30 ans, mieux cette période. Oui, c'est vraiment avec le développement depuis les années 1990, on va dire, de l'archéologie préventive, donc toutes les opérations qui sont, on va dire, antérieures aux grands aménagements du territoire, que se sont développées vraiment les connaissances. Alors, principalement les connaissances sur le monde rural, parce que, et là d'ailleurs on est devant la reconstitution d'une partie d'un habitat, on peut par exemple parler du TGV Grand Est, du TGV Est, qui a permis notamment la découverte de beaucoup de sites lorrains, mais également champenois, et c'est vraiment c'est grâce à l'archéologie qu'on a redécouvert cette période. Mais du coup, il ne faudrait pas penser que les historiens des textes n'ont pas travaillé pour autant. C'est-à-dire que l'intérêt, ça a été aussi que l'archéologie nous a permis de relire les textes différemment. Et là, quelque part, je dirais, on a inversé la problématique qui était celle des années 80, où quelque part les historiens des textes dictaient un peu leur problématique aux archéologues. Maintenant, c'est l'inverse. Je dirais que c'est l'archéologie qui permet aux historiens des textes des fois de penser différemment leurs textes. Et ça, je pense que c'est vraiment une des réussites de l'exposition, c'est de montrer comment ces problématiques se croisent, des fois s'ignorent, parce que des fois ça se recoupe pas, c'est la vie, ça c'est les sources, mais il y a un vrai dialogue. Et du coup, ce qui a été intéressant, c'est justement de discuter avec l'INRAP, qui est un des grands partenaires de l'exposition, avec des historiens des textes, et vraiment d'essayer de travailler ensemble, de produire, de réfléchir. Des fois on n'était pas d'accord, des fois on se rendait compte qu'on se comprenait pas, mais on a essayé vraiment de travailler ensemble et de produire quelque chose, de faire un point avec toutes les perfections et les imperfections que ça peut. Alors justement, on va partir un peu dans l'expo, donc encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'en effet, on voit que c'est croisé parce que vous avez mis des objets en valeur sous des vitrines. On est devant une reconstitution d'un habitat rural où on a reconstitué un mur en torchis, donc en terre mélangée avec de la paille. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, en fait, vous faites quand même un parallèle avec des textes. Il y a des textes qui sont cités sur les murs. Justement, alors, on est devant donc cette reconstitution d'habitat rural. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, et c'est le cas aussi de Saint-Dizier, des villes, on n'est pas dans une société urbaine principalement. Donc. Alors non, mais bon, quelque part, ce qui était le cas déjà dans la période gallo-romaine, faudrait pas non plus. On est face à une société qui est rurale, en majorité qui est rurale, parce qu'il y a une des spécificités, on va dire, de la période antique et médiévale. On va dire qu'on a 80-90% de la société qui est composée, de personnes qui vivent à la campagne. C'est forcément d'ailleurs nécessairement que des agriculteurs, et on a aussi des artisans. On a quand même là aussi tout un spectre d'activités qui se déploie dans le monde rural. Mais on est face à une société qui est majoritairement rurale. Et des fois, même en ville, faudrait pas opposer nécessairement un monde des campagnes qui serait un monde de la terre et du bois, un monde de la ville qui serait le monde de pierre. Les villes du Haut-Moyen-Âge, quand on fouille, on a notamment des phénomènes qu'on appelle les terres noires, qui sont donc des grands niveaux de remblai ou de terre tout simplement qui est très, très organique, dans lesquelles on se pose si on n'a pas justement des activités, de l'habitat, en matériaux périssables, des activités horticoles, des activités d'élevage, y compris qui pouvaient être dans le monde, y compris à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Ouais. Donc on est face à ce que va devenir une ville médiévale, donc on est face à un élément mixte. Donc on a cette réalité-là. En même temps, on a des villes qui perdurent, qui sont peut-être plus dynamiques qu'on l'a longtemps pensé, avec, on le
voit une activité de construction, notamment de construction d'églises, de construction de monastères, de restauration certainement des remparts hérités du Bas-Empire, qui est peut-être beaucoup plus actif qu'on l'a longtemps pensé. On a des villes, certes, qui sont contrôlées et centrées autour des évêques, mais avec aussi peut-être ce qui ressemble aux curies antiques, hein, donc véritablement, qui ça a été récemment étudié, et sont actives plus longtemps qu'on ne l'a pensé. Les curies, donc c'est une espèce de petits sénats locaux en fait, avec l'aristocratie locale qui se réunit, mais cette fois c'est sous le patronage de l'évêque, hein, alors qu'on n'est plus dans un système à la romaine où là c'est en fait là c'est les élites directement avec le culte impérial. Là il y a l'évêque en fait qui chapeaute tout ça en fait. Oui, mais l'évêque au final, je dirais que c'est le maire ou le président du conseil régional ou départemental. L'évêque il est quelque part, il émane de la société locale. C'est-à-dire l'évêque, c'est quelque part le représentant des élites locales. Là où le comte va être plutôt le représentant du roi. Donc, pour faire une analogie qu'il ne faudrait jamais dire à des étudiants de licence, mais en gros, oui, allez, l'évêque, c'est le président du conseil départemental et le comte, c'est le préfet. Mais il y a vraiment cette idée-là. Bon, l'analogie va rester entre nous et les auditeurs. Voilà. Donc, voilà. Cette idée-là, ouais. L'évêque, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas autant d'opposition que ça avec les curies antiques. L'évêque est le représentant de l'aristocratie locale. Il est élu d'ailleurs souvent en son sein. Il est entouré justement d'aristocrates, alors que ce soit des clercs ou des laïcs. Mais on a véritablement peut-être un dynamisme de ces sociétés urbaines. Alors c'est plus connu pour la vallée de la Loire et pour l'Aquitaine, mais qui est peut-être jusqu'au début du 8e siècle. On a quelques témoignages de ces sociétés-là, qui en tout cas ont une puissance financière suffisante pour construire ces édifices. Je pense notamment au baptistère Sainte-Croix de Poitiers. C'est des gens qui ont les moyens de faire une sorte d'évergétisme, mais cette fois-ci c'est un évergétisme chrétien. Ouais, l'évergétisme, payer des grands aristocrates locaux qui payent des grands monuments, voilà, à la ville, mais en même temps qui sont là aussi pour montrer un peu leur puissance. Évidemment, il y a un arrière-plan social à ça. Alors on peut parler très rapidement aussi des objets. En fait, là on est devant des objets, on est devant une vitrine où il y a pas mal d'objets en fait qui sont plus des objets ruraux en fait du quotidien. Là, par exemple, une fiche à Bélière, c'est marqué pierre à aiguiser. Donc là, c'est tout ce que vous avez retrouvé. C'est grâce à ça que vous pouvez reconstituer un peu la vie quotidienne ou l'organisation sociale en fait du monde rural à l'époque. Oui, c'est vrai que ça c'est principalement là encore le résultat des fouilles préventives qui ont été menées par l'INRAP ou par les services des collectivités territoriales, voilà, principalement, et qui documentent alors les différents aspects du monde rural. Parce que comme j'ai dit, faudrait pas imaginer qu'à la campagne, on ne fait en gros que de la céréaliculture ou que de l'agriculture. Il y a évidemment du pastoralisme, il y a une activité de production de céramique. Et quand on élève des animaux, on les élève pas que pour leur viande, on les élève pour leur lait, pour les œufs, pour la laine par exemple, pour la laine, mais pour aussi le cuir, pour les os aussi qui vont être utilisés pour faire. Là d'ailleurs, dans une autre salle un peu plus loin, on a déjà fait un tour. On voit à un moment des bois de renne en fait qui sont débités petit à petit on voit les différentes étapes où en fait on passe du bois de renne jusqu'à une aiguille en fait qui voilà. Donc faut imaginer en fait que l'animal tout est utilisé dedans en fait. Oui, c'est vrai. En fait, en gros, il y a que le porc qui est peut-être le seul animal qui n'est vraiment élevé que pour sa viande. Sinon le reste, alors on appelle ça peut-être des fois des sous-produits, mais c'est peut-être totalement faux d'ailleurs. L'industrie de l'os, mais là depuis quelque part la protohistoire, depuis l'époque des Gaulois, en gros l'os joue le rôle quasiment que joue le plastique à l'heure actuelle, pour faire des peignes, pour faire des aiguilles, pour faire des épingles à cheveux, pour faire c'est véritablement quand on tue un animal au Moyen-Âge, on utilise tout, voilà. Et quelque part, la viande, notamment, je pense pour les bœufs ou pour les chèvres ou les moutons, l'utilisation de la viande arrive peut-être en dernier. Et alors là, la seule exception, c'est le porc. Le porc, en effet, qui est plus souvent, en tout cas, l'animal dont on repère en fait une utilisation particulière pour la viande et du coup son rôle dans les banquets. Donc véritablement, quand on voit qu'un animal a été tué jeune, on a parlé du cochon, mais ça peut être aussi du coup pour les agneaux et pour d'autres types d'animaux. Là, on a véritablement un choix qui peut signer à la longue la présence d'un ce qu'on appelle
d'une pratique alimentaire distinctive qui marque l'élite sociale. Voilà, donc en fait, généralement les animaux jeunes, la viande est plus tendre, les meilleurs et tout, donc en fait ça sert tout bêtement au banquet en fait aristocratique. Hein, Parce qu'en fait on a fait le choix à ce moment-là, ce qu'on appelle ce que les spécialistes appellent la rentabilité bouchère, c'est-à-dire qu'en fait on a tué un animal alors que quelque part il aurait été plus rentable de le nourrir encore un peu avant de l'abattre. Donc là on a un choix, mais un choix qui est économique en fait, vraiment de tuer un animal où on privilégie la qualité sur la quantité. Alors là on arrive c'est bien, ça fait une belle transition, on arrive en fait à un sujet qui est très intéressant, on est d'ailleurs dans une salle qui est consacrée quasiment exclusivement en fait aux pratiques funéraires, parce qu'évidemment les corps et les sépultures vous donnent en fait à vous archéologues plein d'informations. Et là tu parlais donc de cette espèce de dépense un peu exagérée en fait, de dépenser un animal extrêmement jeune. On a des pratiques similaires dans les pratiques funéraires. Et alors ce qui est bien, c'est que vous avez mis dans la salle en fait différents types de sépultures. En gros, alors vous avez ça, Brune Dumézil nous expliquait tout à l'heure en fait que vous n'avez pas mis une sépulture de paysan parce que concrètement on retrouve pas grand chose, une sépulture de paysan, mais vous avez mis en fait les différentes strates sociales un peu au-dessus, on va dire de la personne aisée jusqu'à la famille royale. Et vous avez vous l'appeliez la tombe du Petit Prince. Alors j'aimais bien en fait, il y a une tombe en fait, il y a une tombe donc d'un jeune prince d'une famille mérovingienne australienne donc, et dedans qu'est-ce qu'on a retrouvé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors c'est vrai que c'est un des traits caractéristiques de la période mérovingienne, c'est ces phénomènes du début de la période mérovingienne, vraiment du 6e et on va dire du début du 6e siècle, du 7e siècle, pardon, une véritable importance de la dépense au moment des funérailles. C'est-à-dire que véritablement la famille fait le choix de sacrifier des richesses, puisque on va dire un peu par définition, quand on met des richesses dans la tombe, elles sont perdues. Donc là, on fait le choix de dépenser énormément au moment des funérailles, et y compris d'individus jeunes, puisque là, donc cette tombe, ce qu'on appelle du prince, donc c'est un jeune garçon qui n'avait pas atteint sa 10e année, qu'on a retrouvé enseveli dans la cathédrale de Cologne, aux côtés d'autres tombes qu'on estime être justement de la famille mérovingienne. Et on va retrouver à la fois des armes, des bijoux, du mobilier, donc un lit, des chaises, des tables, de la vaisselle, qui véritablement marquait alors plus son statut que sa fonction. Je m'explique. Ce jeune prince a été enterré avec, on va dire, 2 jeux d'armes. Des armes qu'il aurait portées, des armes efficaces qu'il aurait portées si jamais il avait atteint l'âge adulte, et des armes qui étaient adaptées à sa taille, donc des armes d'enfant. Ce qui est bien évidemment... Des armes de hobbit, quoi. Voilà. Sauf que bien évidemment, il a un petit casque qui est magnifique, qui est adapté vraiment. Les casques, c'est vraiment, ça signe le plus haut niveau de l'aristocratie. C'est vraiment quand on dépense... un casque, ça coûte extrêmement cher, et donc on en trouve très rarement dans les tombes. Et une petite épée, en fait, elle est faite à sa taille, en fait. Voilà, et pareil, un petit jeu d'armes, une petite francisque, une petite lance, un petit tangon. En sachant que c'est pas une épée, alors encore une fois, on pourra en parler aussi au niveau de la métallurgie, c'est une épée vraiment très belle et tout, qui coûte extrêmement cher. Voilà. Donc en fait, ce que tu dois par là, c'est que quand c'est une forme de, on jette l'argent par les fenêtres pour montrer, dans l'occurrence dans la tombe, pour montrer qu'on est extrêmement riche, qu'on est extrêmement puissant. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vu que c'est des armes d'enfant, on est au courant que c'est pas des objets qui sont fonctionnels. Alors c'est sûr qu'on n'allait pas le mettre sur le champ de bataille, lui. Mais du coup, ce que ça signifie, c'est qu'on a voulu, au moment, par cette dépense un peu exceptionnelle, marquer son statut social. Alors, une des hypothèses qui aujourd'hui me semble séduisante et qui en tout cas rassemble les archéologues et les historiens des textes sur ces questions, c'est peut-être, d'ailleurs on se demande si c'est pas le signe d'une société un peu instable au début. Je m'explique. À la période mérovingienne, la loi salique notamment reconnaît pas de statut particulier à l'aristocratie, c'est-à-dire il n'y a pas de privilège nobiliaire comme il y aura après plus tardivement dans le Moyen-Âge. Donc on se demande si, paradoxalement, ces dépenses extrêmement importantes ne sont pas le signe d'une certaine forme de compétition sociale assez exacerbée. On a besoin de réaffirmer au moment des funérailles, alors le statut du mort, mais surtout le statut des survivants. Et de la famille. Et de la famille. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc on dépense énormément pour réaffirmer un peu aux yeux des contemporains, qu'on tient son rang, qu'on est capable de dépenser
à ce moment-là, à des moments précis. Énormément d'argent pour l'époque. Et alors, ça, on va dire, c'est un niveau plus, mais il y a encore au-dessus. Hein, et là, vous avez justement un sarcophage, un élément de sarcophage avec une femme. Hein. Est-ce que tu peux en parler? On est dans cette salle et l'élément de sarcophage est au milieu de la salle. Il est vraiment impressionnant parce qu'on a cette représentation d'une femme. Hein. Est-ce que tu peux juste en parler un tout petit peu? Parce que là, on est encore dans un autre niveau. Alors, c'est toujours compliqué un peu des fois d'estimer la richesse. Potentiellement, peut-être, donc ce sarcophage, c'est le sarcophage de Chrodohara, hein, qui est donc une abbesse qui a été trouvée en Belgique. Et on est c'est peut-être un niveau peut-être un peu moins riche que la tombe de Cologne. Mais là, on est face à, quelque part, je dirais, une autre stratégie. Parce que du coup, voilà, on est dans cette société très compétitive d'un point de vue social, où vraiment les hiérarchies se redéfinissent très vite, et où il faut montrer toujours qu'on fait partie, quelque part, un peu du club de l'élite, hein, donc on a les moyens. Mais du coup, on a une autre stratégie. Dans la tombe de Cologne, on dépense des objets, on dépense de l'armement, on dépense de matériel de banquet. Ici, avec Chrodohara, donc cette abbesse, qui est une femme, on va dire, donc, qui est visiblement un peu âgée au moment de sa mort, c'est une stratégie peut-être un peu, je dirais, plus culturelle, plus héritée du monde romain. C'est une femme qui est morte en réputation de sainteté. Alors, sa tombe, il est marqué que c'est une femme qui était considérée comme sainte au moment de sa mort. C'est marqué d'ailleurs, Sancta, voilà, donc au début, avec l'abréviation SCA, en fait, hein, ou STA, oui. Voilà. Oui, vraiment. Mais là, du coup, on a un autre choix. Ça veut dire, on peut jouer de cette stratégie-là, de la stratégie de la dépense. On peut aussi jouer de, quelque part, l'idée par la réputation de sainteté, par le prestige que donne à ce moment-là un peu cette puissance, je veux dire quasi magique, hein, que donne la sainteté au Moyen-Âge. On essaye d'ancrer ici le pouvoir d'une famille dans un espace qui va être tout simplement les territoires que vont contrôler, que va dominer l'abbaye. Donc, deux stratégies différentes. Une qui est vraiment dans la dépense et dans l'exhibition ou l'ostension. Et de l'autre côté, vraiment, ce qui va d'ailleurs peut-être une stratégie qui va être continuée de manière plus long terme, hein, dans le Moyen-Âge, qui est vraiment l'idée d'ancrer le pouvoir d'une famille dans un lieu, dans une région, autour de certaines sépultures, des monastères, et donc particulièrement des monastères féminins. Parce que une des spécificités du rôle des femmes dans les familles aristocratiques de l'époque mérovingienne, c'est vraiment quelque part d'incarner la mémoire de la famille et cette espèce d'interface entre eux avec le sacré. Oui, en effet, il y a beaucoup de saintes, mais il y a aussi une famille très connue qui va aussi employer cette stratégie, sont les Carolingiens. Les Carolingiens qui viennent d'ailleurs d'Austrasie, qui sont une famille austrasienne, et dont un des membres fondateurs, si ce n'est le membre fondateur, Arnulf, qui était un personnage haut en couleur quand même, hein, lui aussi va mourir en réputation de sainteté, et quelque part après ça va permettre à sa famille d'avoir en fait une réputation qui va asseoir leur pouvoir. Oui, mais il y a toujours les deux. Alors là, les Carolingiens, on est vraiment là, pareil, dans le sommet de cette aristocratie régionale qui va s'imposer et puis qui va progressivement d'ailleurs détrôner la famille mérovingienne. Mais quelque part, ils jouent sur les deux tableaux, les Carolingiens toujours. On a donc avec Arnulf donc le fait de tenir l'évêché de Metz. Mais aussi on a, puisque quelque part les Carolingiens sont vraiment issus de cette alliance entre Arnulf et Pépin l'Ancien, ou Pépin Ier, qui va donc le premier des Pipinides, et puis qui va donner donc la famille carolingienne, qui lui est maire du palais. C'est-à-dire les maires du palais, ce qu'on appelle le majordomus en latin, donc le majordome en fait, c'est celui qui contrôle les domaines du palais royal. Donc tu vois, sûr qu'à l'époque, pour préciser, il n'y a pas d'impôt. Donc en fait, en fin de compte, quand on est un haut aristocrate ou un membre de la famille royale, on ne vit que grâce en fait à l'argent qui vient de ces palais en grande partie. Oui, en fait, les familles ont et gardent quand même des bases patrimoniales, mais les bases patrimoniales, au Moyen-Âge, ça peut bouger vite, en tout cas beaucoup plus vite que notamment à l'époque, on va dire, du 10e, 11e, 12e, où là on a vraiment des patrimoines qui sont un peu plus ossifiés. La règle à l'époque franque, c'est le partage, c'est l'égalité entre les fils, c'est des fois aussi d'ailleurs l'égalité entre les filles, parce que les filles sont dotées au moment de leur mariage, donc on donne de l'argent, donc les patrimoines ont tendance à bouger. Même si autour des monastères, on a quand même des fois des effets justement d'ancrage et donc de bouts de patrimoine qui vont moins bouger que les autres. Mais c'est vrai que la fidélité, notamment la fidélité au roi, elle se monnaie, si je puis dire, avec des dons en argent, des dons en terre, des dons en charge.
Et par la charge de compte, c'est aussi le fait de contrôler dans la cité le patrimoine du roi dans la cité. Donc, quelque part, on joue de tous ces éléments-là pour garantir la fidélité de l'aristocratie. Et c'est vrai que les Carolingiens, en réussissant à s'emparer, à conserver, à partir du 7e siècle, on va dire, puis surtout du 8e, la charge de maire du palais, ils vont réussir à, quelque part, capter progressivement la fidélité des grands d'Austrasie autour d'eux, et non plus de la famille mérovingienne. Et quelque part, c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à légitimer leur coup d'État. Bêtement. Alors, on pourrait faire tout le reste de l'expo, mais il y a énormément de choses à faire, parce que, par exemple, vous consacrez une partie aussi à la gastronomie, qui est quand même héritée enfin, la gastronomie de l'élite, encore une fois, parce qu'on n'a pas beaucoup de textes par rapport ou de reste des habitudes alimentaires, en fait, des paysans. Donc, la gastronomie, il y a aussi des salles qui sont consacrées à l'artisanat, notamment à l'artisanat du métal. Mais on va avancer jusqu'à la dernière salle, en l'occurrence, celle qui est un peu au-dessus. C'est la salle, en fait, de la... Puis c'est pareil, vous parlez aussi des échanges, c'est phénoménal. Il y a une carte incroyable où on voit parfois il y a des pierres précieuses qui viennent, j'ai entendu tout à l'heure, mais qui viennent d'Asie, et pas du Proche-Orient. C'est juste dire un petit mot dessus. Oui, du coup, c'est vrai que si on regarde le monde franc exporte beaucoup de choses, mais surtout il importe, et il importe beaucoup de produits, notamment des grenats, donc qui sont ces pierres rouges qui vont être utilisés principalement dans les bijoux, mais aussi dans les armes des chefs francs, qui proviennent majoritairement du Rajasthan et du Sri Lanka. Un actuel, ou Sri Lanka. Voilà, on a un gros commerce. Le commerce, on va dire, franc est connecté, si je puis dire, à des réseaux commerciaux liés eux-mêmes à Byzance, qui lui-même est connecté à des réseaux qui contrôlent la mer Rouge, qui lui-même est connecté à des réseaux au pouvoir indien qui contrôle l'océan Indien. Et donc tout ce phénomène comme ça s'organise. Et donc oui, on a un monde franc qui... Dernière chose, parce que le temps nous a un tout petit peu compté, on parle un peu du haut de la fin, c'est sur l'imagerie justement des francs, parce que il y a beaucoup de gens qui vont se souvenir donc des rois mérovingiens, parce que l'Austrasie, en fin de compte, on en parle peu, on parle des mérovingiens, et ces mérovingiens, on les associe souvent soit une imagerie extrêmement négative avec des massacres, notamment la mort de Bruno, mais aussi avec l'imagerie des rois feignants qu'on pouvait voir par exemple dans les textes, dans les manuels scolaires. Est-ce qu'on peut en parler, parce que ça a une origine assez claire, en fin de compte, cette imagerie qui est une imagerie assez fausse. Oui, alors l'image du roi feignant, c'est vraiment les premiers clercs carolingiens. C'est vraiment l'entourage de Pépin le Bref, de Charlemagne et leurs successeurs, qui vont un peu noircir le tableau, tout simplement pour justifier le fait qu'ils se sont emparés du pouvoir face à la première dynastie franque. Donc on est face à des gens là qui, là encore, légitiment un coup d'État, mais bref, que le pape est aussi légitime en son temps, donc tout le monde s'entend. Mais c'est vrai que du coup, on a une sorte de légende noire des mérovingiens qui va se développer assez précocement. Alors ce qui est intéressant sur l'Austrasie, vraiment sur l'est du monde franc, c'est que c'est un royaume qui disparaît parce qu'il a quelque part trop bien réussi. Je m'explique. Les Carolingiens, donc les Pipinides carolingiens, sont issus de ce royaume, comme la majorité de leur entourage, et donc quelque part les grandes familles qui vont peupler l'aristocratie carolingienne. Et quelque part, ce royaume disparaît du fait de réunir une bonne partie de l'Europe et quelque part d'exporter son aristocratie dans tout ce qui va devenir l'Empire carolingien. Ça, c'est un premier temps. Donc vraiment, cette légende noire qui apparaît à ce moment-là. Après, les mérovingiens sont de temps en temps réutilisés par la monarchie, notamment d'Ancien Régime, pour légitimer son pouvoir ou le pouvoir de la noblesse, autour du thème un peu des origines franques, des origines troyennes qu'auraient eu les rois francs, et donc c'est comme ça que va se légitimer une partie des privilèges de la noblesse durant l'Ancien Régime. Puis, c'est vrai que c'est un des thèmes qu'on trouve très souvent parce qu'il est très présent dans les arts et dans la peinture et puis dans la culture populaire du 19e et puis du 20e siècle, cette image un peu autour du bon roi d'Agobert, qui n'est pas vraiment un Austrasien, même s'il était roi d'Austrasie. Mais cette idée un peu que la Troisième République va développer, cette image un peu ridicule des Mérovingiens, qui, il faut le savoir, vraiment date, si je puis dire, d'après la guerre contre la Prusse, d'après la défaite de 1871.
Où là, en fait, les Austrasiens, ça représente les Allemands quelque part. Donc, oui, c'est cette idée de la violence, et vraiment, du coup, c'est vrai que l'école de la Troisième République va un peu insister. Les gravures qu'on trouvait, le récit des temps mérovingiens, vont populariser cette période, mais en même temps vont parfois insister sur les noms un peu improbables de certains rois, ou sur cette violence supposée, ou sur ce manque de contrôle, cet appétit de chair, de violence, qui va un peu donner. Alors, c'est marrant parce que ça construit la légende nord, et en même temps, ce qui fait que les gens, ils regardent Game of Thrones, ils lisent des romans d'heroic fantasy. Je suis désolé, les banquets qui finissent en massacre, aujourd'hui, ça parle à tout le monde, mais ça, vous lisez Grégoire de Tours, vous en trouvez à l'appel. Hein. Ouais. C'est des thèmes qui vont véritablement être popularisés à ce moment-là. Cette idée de violence, et notamment, dans le meurtre des reines. Alors, c'est particulièrement, par exemple, la reine Brunehaut, qui est une des grandes reines de la guerre civile, qui va opposer donc les deux royaumes francs à la fin du 6e, au début du 7e siècle, et qui finit écartelée, tirée par des chevaux sauvages, ou sa sœur Galsvint. Donc, on a le meurtre de Galsvint qui est représenté dans l'exposition, et donc on la voit. C'est une peinture assez impressionnante. En effet, elle est étranglée dans son lit. Voilà. Donc là, c'est la barbarie, justement, c'est les temps barbares. Voilà. Donc c'est. Et en même temps, avec toute la dimension à la fois violente, à la fois cette sorte d'érotisme propre à la peinture de la fin du 19e qui est présente. Hein. C'est un peu l'antiquité en fin de compte. L'Antiquité, c'était des gens à peu près positifs, des philosophes et tout. Et là, par contre, les barbares, c'est vraiment des barbares extrêmement violents et tout. Alors quand on connaît un peu la société romaine, l'histoire de Rome, c'était quand même aussi extrêmement violent. Oui, mais c'est le paradoxe. Mais c'est en ça d'ailleurs que c'est intéressant de discuter justement des notions de barbares et de civilisés. C'est ces gens qui, dans le détail, quand on regarde justement les pratiques du banquet, essayaient eux de se penser comme héritiers de l'Antiquité tardive, donc une Antiquité profondément chrétienne qui insistait sur ces éléments-là. Et la Troisième République va les représenter comme le prototype du barbare, donc des gens qui ne violents, hypersexués, hyper poilus, tout ce qu'on peut penser. Voilà. En effet, les barbares, c'est ceux qui ont de la barbe, des poils sur le torse. C'est vrai que dans les représentations, c'est ça. Merci beaucoup, et merci Adrien, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale.